rencontrer les membres du collectif Femmes de Santé. Alors, pardonnez-moi parce que je suis en train de lire en même temps mon anti-sèche. Euh, alors, elle m'a dit, quand on a préparé ce tips, elle m'a dit, il faut que je parle, alors que normalement, c'est moi qui fais parler. Et oui, merci Nathalie de parler aujourd'hui pour nous. Tu as 36 ans, tu as une formation de droit et tu es comme un poisson dans l'eau dans ce domaine, en tout cas tu l'étais. Et tu adorais la démarche que j'adore aussi quand moi j'ai fait des marchés publics, c'est de trouver la petite bête qui permet de passer dans les règles, mais un peu en dehors des règles, c'est-à-dire d'être légal, mais de ne pas avoir toutes les contraintes qu'impose le droit. Tu as travaillé au Parlement européen, dans le journal interne, et tu étais au carrefour du droit, de l'info et de la politique européenne. Puis tu as fait une formation de journaliste parce que le diplôme est important dans ce secteur-là et tu t'es spécialisé dans la santé environnementale plutôt qui était ton aspiration. Tu es tombé sur ton chef, Ono, qui cherchait un profil d'alternant et 10 ans après, tu es toujours dans cette agence de presse. Tu es une spécialiste de la presse écrite santé et tu peux aller sur des sujets chaud, moins chaud, sur des dossiers de fond. Tu es spécialisé en tout cas dans la presse professionnelle en direction des professionnels de santé et des professionnels du médico-social. Alors, tu animes la veille des acteurs de santé avec qui nous avons un partenariat et vous pouvez retrouver tous les jours une nouvelle de cette veille et vous inscrire à sa newsletter grâce à la plateforme Femmes de Santé privatisée du collectif. Donc, allez-y, collectif.femmesdesanté.fr pour les membres du collectif. Inscrivez-vous si vous n'y êtes pas encore. Et puis, à titre personnel, ce que j'aime bien, c'est cette petite touche. Tu as fait des claquettes pendant des années et tu pouvais faire des chorés sur des thèmes très classiques, mais aussi sur Maroon 5, donc c'est quand même sympa. Et le dernier petit truc que tu as, c'est que tu croques ta vie en BD. Alors, est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas? C'est toi qui décides. Oh, allez, tu peux le dire, tu peux le dire. Je peux le dire. Eh bien, tu as un compte perso Insta qui s'appelle La Frisée et tu as même fait un one-man show quand tu avais 18 ans, un one-woman show. Et donc, vous pouvez aller sur le blog, sur Insta. Elle a même animé un blog, je ne sais pas si tu l'as encore, qui s'appelle La Frisée. Et donc, voilà, je vais te céder la parole. Aujourd'hui, tu vas nous raconter comment ça fonctionne un journaliste santé, comment on peut l'attraper et faire des choses avec lui ou elle et comment toi tu vois les choses et ce qui pourrait nous aider nous de l'autre côté de la barrière à dire mais coucou, parlez de ce sujet car c'est important. Je te cède la parole. Écoute, merci Alice. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cet espace de parole. Alors oui, voilà, ma mission aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu comment on fonctionne en tant que journaliste en général et journaliste santé en particulier. Je vais essayer de faire une petite présentation très rapide mais assez générale, ce qui fait que peu importe que le journaliste soit journaliste presse écrite, web ou télé ou radio, il y a des fonctionnements qui sont quand même assez similaires. Donc voilà, vous vous y retrouverez dans cette petite présentation. Alors concrètement, comment on fonctionne au quotidien? Déjà, quand on bosse au sein d'une équipe de journalistes, c'est vrai qu'on se réunit au sein d'une conférence de rédaction. Donc souvent, c'est le matin, surtout si on travaille sur un média quotidien. Du coup, il faut préparer les sujets dès l'arrivée au bureau pour pouvoir préparer les sujets, soit pour le soir, soit pour le lendemain matin, soit en début de semaine pour caler les sujets de la semaine pour des publications plutôt hebdomadaires, voire mensuelles. Voilà. Donc, quand on se réunit comme ça dans ces conférences de rédaction, chacun parle, on fait des brainstorming, on voit un petit peu quelles sont les actus. Et donc, Alice l'a un peu évoqué, il y a des actus qui sont chaudes et d'autres un peu moins. C'est vrai que nous, on raisonne beaucoup en termes de contenu chaud et de contenu froid. Donc, concrètement, les contenus chauds, c'est l'actu du moment, un rapport qui vient d'être publié, le ministre de la Santé qui vient de s'exprimer, donc il faut réagir dessus, expliquer, décrypter, rebondir. Vraiment, il faut une réaction assez rapide pour informer sur cette actu plutôt de l'immédiat. Les contenus froids, on les prépare un peu au fil de l'eau, mais c'est vrai que nous, quand on travaille sur des sujets froids, on dit qu'on prépare un peu du marbre ou on les met au frigo. C'est des sujets qu'on prépare, qu'on met au frigo et qu'on ressort quand il y a une actualité qui est un peu moindre, quand voilà, on a un peu plus d'espace pour parler quand on a quitté vraiment un sujet une période très dense en termes d'actu. Voilà. Donc, on jongle vraiment sur ces deux types d'actualités. Et puis, une fois qu'on a identifié un petit peu les sujets chauds ou froids qui nous intéressent, on essaie de voir quel format
on peut utiliser pour parler de ces sujets, format très très court, type bref, donc vraiment quelques phrases, quelques lignes, ou un filet, ou alors vraiment quelques secondes à l'antenne, à la télé ou à la radio. Ou si on peut y consacrer un peu plus de temps et donc d'espace, ce qui peut nous permettre de faire un reportage, une enquête sur 1, 2, 3, 4 pages, ou une séquence de plusieurs minutes en télé ou en radio. Et puis format beaucoup plus long, là c'est le dossier, on a beaucoup d'espace pour avoir plusieurs interlocuteurs, plusieurs angles de vue, où on peut mêler témoignages courts, expertise, interview questions-réponses avec un expert du domaine. Là, vraiment, on est sur jusqu'à une dizaine de pages potentiellement. Donc, on a vraiment plusieurs possibilités de points de vue différents. Donc, voilà, vraiment différents formats. Donc, après, tout dépend un petit peu de notre actu, de nos envies, de notre lectorat et de notre audience aussi. C'est vraiment ce qui va nous intéresser, nous permettre de trancher sur la place qu'on va donner à tel et tel sujet. Une fois qu'on a défriché tout ça, qu'on a brainstormé, il faut qu'on choisisse en général des personnes à interviewer pour alimenter nos sujets. Donc, c'est peut-être là aussi où ça peut vraiment vous intéresser, parce que comment on les choisit, nous, ces experts ou ces personnes qu'on souhaite interviewer. Donc, typiquement, on a notre carnet d'adresses, nous, en tant que journalistes, qu'on a constitué depuis parfois des années. Quand on a des professionnels de santé, des industriels, des patients avec qui ça s'est bien passé, qui ont été hyper intéressants et pédagogues, on garde les coordonnées toujours et on se dit, tiens, ça peut être intéressant de les réinterviewer sur tel ou tel sujet. Après, on a nos collègues aussi qui ont fait la même chose. Donc, on demande à nos amis, journalistes, tiens, tu n'aurais pas un épidémiologiste sous la main, un gynéco sous la main. Donc, il y a un côté bouche à oreille un petit peu. Ça peut être très intéressant et ça nous permet d'avoir rapidement des contacts. C'est vrai qu'on travaille souvent quand même dans une relative urgence. Donc, on a parfois besoin d'avoir des contacts sous la main. Et donc, ça peut nous aider d'avoir des contacts comme ça par nos confrères. Il y a aussi des personnes qui se sont déjà exprimées dans la presse, dans les médias. Donc, c'est aussi, tiens, j'ai vu la semaine dernière dans Le Monde ou peut-être, tiens, il y a un mois même sur France 5, j'ai vu tel interlocuteur qui me semblait intéressant. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent nous intéresser. Mais il y a aussi les recherches parfois sur le web. Du coup, on est un peu en mal d'interlocuteurs, donc on fait des recherches sur les réseaux sociaux, par exemple Twitter ou LinkedIn. Donc c'est là où je vous invite à vraiment regarder si vos profils sont assez complets, s'il y a vraiment les mots-clés, s'il y a vraiment votre expérience qui transparaît ou votre expertise. Parce que nous, quand on fait nos recherches parfois sur Google, très concrètement, il y a des choses qui remontent comme ça, y compris des choses de vos profils LinkedIn, par exemple, ou des choses que vous avez postées. Donc, ça peut nous montrer que vous avez un intérêt ou une expertise sur ce domaine et ça peut être l'occasion d'entrer en contact avec vous. Après, vous êtes à même de répondre à nos questions ou pas, peu importe, mais voilà, ça peut déjà être l'occasion d'un premier contact. Voilà. Que vous dire de plus? Donc ça, c'est dans l'hypothèse où c'est nous qui recherchons, qui sommes en désespoir pour chercher des interlocuteurs. Mais, Et comment nous, on peut t'envoyer des choses pour que tu peux sortir du lot. Et alors là, j'ai deux questions qui sont remontées et donc je les pose en même temps en direct. Oui. En gros, à quelle heure il faut envoyer un communiqué et comment faire une relance et quand est-ce qu'on fait une relance et en gros, et comment on fait que notre communiqué, il soit plus vu que les autres, quoi. Alors, il n'y a pas d'heure pour envoyer un communiqué. C'est pas comme sur les réseaux sociaux, il y a un algorithme qui fait qu'il faut être absolument au taquet le matin à 7 heures. Non, il n'y a pas d'heure. Parce qu'on fait tous des pauses à des moments différents et on est tous devant l'ordinateur ou avec notre téléphone portable à recevoir nos mails en permanence. Donc, allez-y quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Pour les relances, alors moi, j'incite toujours plutôt à faire des relances par mail plutôt que par téléphone, parce qu'il y a parfois des gens qui nous relancent par téléphone. Vous avez bien reçu notre communiqué? Donc, je comprends la démarche, mais c'est vrai qu'après, si tout le monde fait ça, on est tout le temps au fil et c'est vrai que ça interrompt. Donc, on est poli, on ne vous envoie pas balader, mais c'est vrai que ça interrompt notre travail et on peut être un peu abrupte parfois peut-être, ou en tout cas, ça dérange. Donc, par mail, c'est super. Tout dépend ensuite de si c'est une actu chaude ou froide. Si c'est un événement que vous organisez et que c'est dans 10 jours, vous pouvez très bien refaire une relance 4, 5, 6 jours après ou même la veille. Il y a toujours de la place. Si vous voulez y assister, n'hésitez pas. Oui, d'accord. Franchement. D'ailleurs, je rebondis, excuse-moi, n'oublie pas le 17, révélation des 13, mais en plus, Nathalie, tu es là et donc on est hyper heureuse de ce partenariat avec toi. Bref, parenthèse fermée.
Donc oui, voilà, n'hésitez pas, si c'est une actu plus froide, bah, n'hésitez pas, à refaire une relance 8 jours après, puis pourquoi pas un mois après, hein. Nous, on est quand même, toujours intéressés à l'idée de recevoir des communiqués. Après, on est aussi assez proactif. Si on reçoit un communiqué qui nous intéresse, on vous contactera. Donc pas de problème là-dessus. Une petite relance, ça peut pas faire de mal si jamais on loupe votre communiqué. Mais voilà. Alors comment l'une des questions, c'était comment faire pour sortir du lot? Pour faire un communiqué de presse efficace, c'était un petit peu les questions auxquelles j'avais réfléchi. Bah, déjà, il vous faut un titre quand même assez évocateur. Pas forcément, qui vous incite à cliquer comme sur les sites, c'est pas forcément enfin, il faut quand même que ce soit, voilà, que ce soit informatif et que ça vraiment ça synthétise vraiment votre communiqué. Mais s'il y a des mots-clés, je sais pas si c'est endométriose, télémédecine, voilà, il y a des mots-clés qui vont nous alerter nous et qui vont dire: «Tiens, ouais, ça justement, c'est un sujet qui m'intéresse, un sujet, sage-femme, super, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des sages-femmes, j'avais besoin d'un sujet là-dessus». Voilà, nous, ça nous parle et ça nous saute aux yeux. Première chose, le titre. Après, c'est vrai que nous, on fonctionne avec, bah, nous quand nous, on rédige des articles, on a titre, chapeau et ensuite, en paragraphe, intertitre. Vous pouvez adopter le même procédé. Pour nous, c'est assez confortable d'avoir un titre efficace, en tout cas évocateur, un chapeau, deux, trois phrases en résumé en tête de votre communiqué qui résume rapidement votre propos, pourquoi vous nous contactez, pourquoi c'est important voilà, que vous communiquiez sur ce sujet. Et avec un premier paragraphe qui soit aussi pareil, assez, qui développe un petit peu, mais qui remette les choses bien dans leur contexte. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous nous contactez, si c'est un projet qui a été en commun, qui a participé, quelle est un petit peu la genèse, sans tout dévoiler. Après, vous aurez tout le loisir de développer votre propos dans la suite de votre communiqué. Mais concrètement, quand on clique sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, dans notre boîte mail, ce qui arrive en premier, ce qui nous arrive aux yeux, c'est le titre, le chapeau et le premier paragraphe. Donc, mieux vaut voilà, capitaliser sur ce début de communiqué pour qu'on ait le maximum d'infos. Après, ce que je sais, moi, d'expérience qui me semble pratique, c'est quand votre communiqué, il a déjà des citations qui sont incluses dans le communiqué. Ça peut paraître bête, mais par exemple, si c'est un projet commun ou si c'est une solution, vous êtes un fabricant de dispositifs médicaux, par exemple, et que du coup, ça a été mis sur le marché, d'avoir soit tous les intervenants, ou plusieurs intervenants qui s'expriment dans le communiqué avec vraiment des guillemets, hein. Ce sont des citations que nous, on peut récupérer déjà de manière brute, sans forcément avoir besoin de vous recontacter pour savoir si une interview est possible, etc. Nous, on a déjà des éléments, on a potentiellement déjà peut-être, pour l'exemple du fabricant, si on a le directeur général de l'entreprise qui s'exprime, plus un professionnel de santé peut-être qui a participé à l'élaboration du dispositif ou qui utilise déjà le dispositif, plus un patient qui en bénéficie. Nous, ça nous fait déjà plusieurs sons de cloche et on voit déjà bien mieux l'intérêt du projet ou de la solution. Et c'est des choses qu'on peut récupérer telles quelles. Parfois, on arrive, il est 16 h, on a un sujet à rendre à 18 h. Si on a un communiqué qui est bien fait, on a quelque chose d'assez complet, on se dit super, ça on peut déjà faire une brève au minimum, voire une page avec déjà la plupart des éléments qui sont dans le communiqué. Libre ensuite à nous de rappeler l'attaché de presse ou de vous rappeler vous si vous êtes chef de projet ou si vous êtes indépendant pour avoir plus d'infos si on sait que nous on a plus de temps. Mais ça déjà, ça nous donne un petit peu envie. Voilà, ça suscite un peu notre intérêt. Donc du coup, mettez bien les coordonnées évidemment de la personne à contacter pour qu'on puisse voilà, vous recontacter par téléphone ou par mail. Et puis, c'est vrai que s'il y a déjà ces citations dans le communiqué, ça veut dire aussi que les personnes citées ont été préparées. Ce qui veut dire que si derrière, nous, on a besoin d'interview, on ne se retrouve pas avec un interlocuteur qui dit: «Ah oui, c'est vrai, ah bah, je vais voir si j'ai un patient, si je peux vous trouver quelqu'un». Enfin, ça peut se faire, mais ça suffit aussi, enfin, ça implique d'avoir un petit peu de temps aussi devant nous pour la parution de l'article ou du reportage, ou parce que parfois aussi, on veut interviewer la personne. Mais donc, il faut qu'il y ait une équipe vidéo qui se déplace ou alors un preneur de son qui se déplace. Donc, ça s'organise. Et si vous savez déjà que les personnes acceptent de témoigner et sont prévenues, ça peut vraiment être facilitateur. Donc, voilà pour D'accord. la réponse à la question sur les communiqués. Ah oui, merci beaucoup. Alors, là, je vais juste te demander parce qu'il est mais on a commencé en retard, hein, donc il nous reste encore 2 minutes, mais si tu as, envie de rajouter quelque chose. Après, bien évidemment, mesdames, à vos questions, je dirais même, à fond à vos questions. N'oubliez pas aussi que,
Nathalie, c'est une femme de santé, hein, donc vous avez le droit aussi de la contacter sur la plateforme ou via nous en lui demandant des choses, etc. Voilà. Et puis, d'abord, merci. Je te laisse finir si tu as besoin vraiment de dire quelque chose. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que si je devais faire la micro-synthèse que je fais, c'est quelle que soit l'actualité, ça vaut le coup d'envoyer son communauté. 2, on peut faire des rappels, mais par mail. Et il ne faut pas hésiter, quand ce sont des événements, à le refaire 3 jours avant, puis même la veille. Dans un communiqué de presse, un titre, pas aguicheur, mais qui a les mots-clés en tout cas, un chapeau qui résume bien la situation, un contexte qui est bien expliqué et surtout des interviews de personnes qui auront été préparées avec idéalement même les contacts des personnes interviewées. Et comme ça, c'est de la balle pour toi. En gros, c'est ça. C'est ça. Après, on peut prendre des questions, mais après, si vous voulez, je peux aussi vous faire un point sur comment se préparer une interview, mais ça, voilà, après, ça dépend aussi de vous, si vous avez des questions, des points Ou précis. sinon, on fait un nouveau type. Alors, mesdames, à vos questions. Alors, merci Nathalie, merci pour la lettre, hein, elle est vraiment très bien faite et c'est pas de la flagornerie de ma part. Je voulais savoir s'il y avait des choses qui étaient énervantes pour un journaliste, rédhibitoires, où on se dit celui-là, jamais je l'interviewerai, ou voilà, parce que là on est dans le positif, qu'est-ce qui est négatif? Alors, ce qui est rédhibitoire, déjà, nous, ce qu'on aime, c'est des gens. En fait, quand on interviewe des gens, on a besoin quand même de concret. On veut du précis. Alors, moi, l'une de mes questions phares, ça a l'air pas très intelligent, mais en même temps, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce que vous avez un exemple? Donc, ce que nous, on aime, c'est des gens qui sont assez précis. Si on se retrouve face à quelqu'un qui, on dit, la langue de bois, hein, ou qui ne va pas dans le fond du sujet, qui n'explique pas vraiment pourquoi, je ne sais pas si c'est une solution, pourquoi elle apporte vraiment un vrai bénéfice à un patient ou un professionnel de santé, ça n'a pas d'intérêt. Après, donc ça, c'est pour les personnes qu'on interviewe. Si vous êtes plutôt en profil attaché de presse, ce qui est peut-être agaçant, mais bon, après, c'est aussi le métier. Mais c'est voilà les rappels pour dire « Ah, vous avez bien reçu mon communiqué de presse ?» Oui. Voilà, non, mais c'est vrai, mais on ne peut pas faire toujours, malheureusement, sinon on passe notre vie au téléphone, c'est pas productif. Et donc voilà, des petites relances tranquilles par mail, ça suffit, on les regarde quand on a la disponibilité d'esprit pour, et c'est parfait. Et sinon, après, si, il y a toujours des gens qui sont un peu agressifs, et ça, mais ça, quel que soit le secteur et quel que soit voilà, le contexte, les personnalités qui sont agressives ou désagréables, forcément. Après, effectivement, il y a aussi les contextes où parfois c'est nous qui pouvons passer pour agressifs parce qu'on a des questions, on est en pleine enquête, on a des très belles émissions d'enquête qui passent à la télévision par exemple, ou même dans nos journaux. Je pense qu'on pose des questions extrêmement désagréables. Donc voilà, c'est aussi à double tranchant, hein. Donc voilà, c'est le jeu aussi. Alors, j'ai une question de Mélissa qui dit: est-ce que le CP est vraiment le bon format pour communiquer avec les journalistes aujourd'hui? Et Angie, j'ai vu que vous cherchiez aussi à prendre la parole. Moi, j'ai vu aussi que parfois, ça fonctionnait aussi bien par les réseaux sociaux. Moi, j'avais encore récemment, j'ai une présidente d'association de patients qui m'a contactée, m'a envoyé un petit mot en m'expliquant un petit peu sa démarche. Donc, ce n'est pas un communiqué de manière formelle, mais c'est déjà, voilà, moi, je fais ça, j'ai fait ci, voilà, elle présente un petit peu sa démarche. Et il se trouve qu'après, moi, j'ai proposé le sujet aux médias avec lesquels je travaille, et ça a marché. Donc, c'est plus informel. Mais après, voilà, le communiqué, c'est pratique, c'est voilà, le cadre classique. Mais après, ou même dans les conférences de presse, parfois on rencontre des gens, on discute de manière informelle. L'informel peut très bien fonctionner aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. LinkedIn, c'est un réseau professionnel qui marche assez bien. Twitter aussi. Ou voilà. Merci, Angie. Ou Angie, je ne sais pas comment on prononce, pardon. Ou NJ, je ne sais pas. Bonjour, c'est NJ. Voilà. Merci pour vos conseils. J'avais une petite question concernant les interviews. Je voulais savoir si c'était toujours vous qui aviez cette démarche de vouloir interviewer des personnes, ou si c'était possible parfois de proposer, de suggérer une interview en ayant par exemple une idée d'un sujet avec des interlocuteurs et de proposer ça à un journaliste. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait, ou vous préférez avoir la main sur l'interview et choisir complètement tous les éléments?
Non, non, on voit assez souvent des propositions d'interviews. Donc, souvent, c'est plutôt des structures, hein, mais après, ça peut aussi être indépendant, je pense. Un petit message pour dire, voilà, on travaille sur cette thématique. Si vous souhaitez interviewer telle ou telle personne, la personne se tient à votre disposition. Contactez-nous, on organise un rendez-vous. Donc, ça fait partie de ces démarches où nous, on n'avait pas forcément l'idée du sujet, mais il se trouve qu'on nous contacte et on se dit, tiens, oui, effectivement, ça peut être une bonne idée. Et donc, faut pas hésiter. Ça peut nous donner aussi de nouveaux profils, voilà, à interviewer, c'est toujours intéressant. Et puis, c'est vrai que parfois, nous-mêmes, on n'a pas forcément de profil précis ou de nom en tête, hein. On dit, tiens, il me faudrait un gynécologue. Ben, on peut contacter très bien un syndicat de gynécologues, par exemple, et on nous dit, est-ce que vous avez quelqu'un qui sera intéressé ou disponible pour échanger avec nous? Et c'est pas nous qui choisissons, mais c'est pas grave, tant que la personne est compétente. Et voilà, pour nous, ça, c'est ce qui compte. D'accord, Euh, merci. Jusqu'à combien de relances on peut aller, nous demande-t-on? Euh, bah, tout est toujours relatif, mais si vous me faites 10 relances en une semaine, c'est trop. Après, on frôle le harcèlement. Non, mais encore une fois, voilà, tout dépend un petit peu de la temporalité de votre sujet. Je pense que c'est pas la peine d'envoyer une relance, une demande à 2 jours d'intervalle. Une semaine, c'est déjà pas mal, à moins que ce soit vraiment un sujet très brûlant ou un événement qui a lieu après-demain, forcément. Après, si on ne vous juste une petite précision, si on ne vous recontacte pas au bout de 2-3 mails, c'est que quelque part, on n'est pas forcément la bonne personne parce qu'on est journaliste santé, mais on ne parle pas forcément. Enfin, on a un lectorat ou une audience. Si vous, je ne sais pas, si vous avez un sujet qui est très kiné, mais que nous, on travaille qu'avec des magazines infirmiers, on n'est pas forcément. Voilà. Ou alors, tout simplement, ce n'est pas un sujet qu'on traite habituellement. Donc, il faut aussi essayer avec d'autres journalistes de santé. Il faut repérer un petit peu, si vous êtes dans la pharma, repérer aussi les journalistes qui sont très intéressés par tout ce qui est pharmaceutique. Bah, justement, je rebondis sur la question, comment on fait pour identifier des journalistes santé? Il y a des médias. Hein. Faut regarder un petit peu ce que les journalistes tweetent, ce qu'ils postent sur LinkedIn. Quand vous voyez des journalistes, déjà, pour les journalistes qui travaillent pour une plateforme en particulier ou un média particulier, ceux qui travaillent pour l'APM, pour Hospimédia ou pour le magazine de la santé sur France 5, déjà, ça vous donne déjà une idée des sujets qu'ils traitent, si c'est plutôt grand public, si c'est plutôt presse professionnelle. Donc, ça vous permet de cerner un petit peu, regarder un petit peu. Et puis, une recherche Google, hein, on fait pareil, hein, on fait des recherches Google pour savoir qui sont nos interlocuteurs. Faites de même si vous repérez des journalistes santé. Tiens, sur quoi ce journaliste travaille? Est-ce qu'il y a, voilà, vous retrouverez sans doute sur Internet des articles signés de cette personne et ça vous permet de cerner un petit peu s'ils sont plutôt dans la tech, s'ils sont plutôt je sais pas, dans la santé publique ou des sujets très infirmiers ou très hospitaliers. Il y a un petit travail d'enquête à faire, effectivement. Oui, quand Après, même. Hein. C'est long. ouais, quand même. Après, il faut trouver les adresses mail derrière. Ça, c'est compliqué. Alors, pour les adresses mail, c'est pas facile pour tout le monde, mais il y en a qui sont, entre guillemets, classiques. Alors, parfois, les adresses mail sont sur les sites web. Par exemple, sur Hospimédia, les journalistes ont chacun leur adresse mail. Enfin, voilà. Après, il y a des constructions qui sont aussi toujours les mêmes. Enfin, par exemple, pour l'APM, c'est de mémoire. Hein, prénom.nom, le tout en minuscule, @apmnews.com, je crois. Donc, une fois que vous avez trouvé celui qui semble correspondre, vous pouvez. Voilà. Après, il y a des adresses classiques, rédaction, peu importe le média. Voilà. Ça peut aussi. Ensuite, la personne qui va recevoir le mail peut aussi transférer à ses collègues. Hein, donc, c'est. Ok. Alors, il est 58. Une dernière question. Il y en a. Eh bien, ok. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, juste, oui, ce serait intéressant de parler de comment préparer une interview. Je pense qu'en 2 minutes, tu peux peut-être pas le faire, mais si tu as envie de nous refaire un tip sur comment je me prépare à une interview, tu serais bienvenue. Sauf si en 2 minutes, tu as le challenge, tu nous le fais. Alors, en mots-clés, soyez précis, concis, ayez des exemples en tête. Voilà, encore le c'est-à-dire. Voilà. Si vous avez des chiffres, je ne sais pas s'il y a une solution qui vous permet de gagner du temps sur vos journées, c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes professionnel de santé, avant, dans la matinée, je pouvais voir que 3 patients, maintenant j'en vois 5 grâce à cette organisation. Voilà, ayez du concret pour que nous, on puisse avoir des choses précises à dire. Et puis, n'hésitez pas à résumer votre propos en fin d'interview
en 2-3 phrases pour être sûr que votre message est bien passé. Voilà. Bien, bravo, merci. Je pense que là, c'est un tips bien rempli. J'espère toutes que vous repartez plus sachantes qu'en arrivant, avec des trucs et astuces, ou tips en anglais, parce que là, pour le coup… de nouveaux messages. Je vérifie juste qu'il n'y a pas une dernière question. Non, c'est des merci. Mais oui, merci mille fois. J'espère que ça vous a servi. Et puis, je vais évidemment, et je pense comme nous toutes, aller voir ton Insta, la frisée, pour voir ce que tu fais en BD. Et trop heureuse. Voilà. À très bientôt à toutes.